Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au journal. Sitaraï va relancer à plein régime le trafic ferroviaire entre le Burkina et la Côte d'Ivoire à travers d'importants investissements comme l'achat de nouvelles locomotives présentées jeudi dernier aux partenaires. L'épilogue de la 10e édition de Faso Academy, c'était hier soir. Stéphane Kofi a été sacré meilleur talent musical devant Laetitia Yelkouni qui a eu les faveurs du public. Vers une relance totale des activités de la ligne ferroviaire Abidjan-Ouagadougou, Sitaraï a fait dans ce sens d'importants investissements dont l'achat de nouvelles locomotives, des investissements qui permettront de répondre aux préoccupations de la clientèle du chemin de fer. Sitaraï a initié jeudi dernier une rencontre avec ses partenaires en vue d'échanger autour de cette nouvelle vision. Sali Doussa, reportage. Sitaraï veut relancer son trafic ferroviaire Burkina-Côte d'Ivoire. Et pour ce faire, elle a consenti d'énormes investissements pour l'achat de nouvelles locomotives. Au nombre de 6, ces locomotives dont l'une d'elles a été visitée sont des machines de dernière génération selon le directeur du transport. Cette nouvelle locomotive est une locomotive GM. 3300 chevaux. Elle a 1700-1800 tonnes brutes, c'est-à-dire 1250 tonnes nettes de marchandises qu'elle peut tracter en une seule fois. Elle est moderne, la cabine est climatisée. Cette rencontre entre Sitaraï et ses différents partenaires avait un double objectif. Celui de leur présenter le nouveau engin, mais aussi les rassurer de la bonne foi de Sitaraï à mieux répondre à leurs attentes. Ils veulent que chaque fois qu'ils demandent des wagons pour transporter les marchandises, que Sitaraï puisse répondre. Ils souhaitent aussi que Sitaraï puisse transporter la marchandise dans les délais requis. Eh bien, ces investissements vont justement nous permettre de répondre à toutes ces attentes-là. Ces locomotives, au dire des premiers responsables de Sitaraï, ont chacune coûté la somme de 3 milliards de dollars américains, soit un coût global de 262 milliards de francs CFA. Et à ces locomotives s'ajouteront bientôt 15 autres pour ainsi accroître le potentiel logistique sur la ligne Ouaga-Abidjan. Une quarantaine de réformes proposées pour une meilleure application du programme national du secteur rural, PNSR 2. Les acteurs intervenant dans le secteur agricole réunis hier à Ouagadougou se sont appropriés ces mesures et se sont accordés sur une feuille de route pour leur mise en route. Moussa Ouedraogo, Amandine Dalsaga. La première phase du programme national du secteur rural PNSR, relais de la SCAD, la stratégie de croissance accélérée et de développement durable dans le volet développement rural est à terme. Le bilan de cette phase fait ressortir des insuffisances auxquelles la phase 2 entend s'attaquer avec à l'affiche une batterie de mesures. Il y a une quarantaine de mesures, en principe, au total 45 mesures. Mais ces mesures sont regroupées au niveau de quelques points, notamment le financement, par exemple, du secteur rural. Vous savez que c'est un problème récurrent. Le secteur rural n'a pas de financement au niveau des institutions bancaires. Donc, vous avez donc le financement du secteur rural. Vous avez l'équipement. Vous avez... Bon, en fait, quand je parle d'équipement, vous voyez tout ce qui est machinisme, équipement et les intrants agricoles, et ainsi de suite. Et vous avez, par ailleurs, les aménagements. En fait, les aménagements des bas-fonds, les aménagements pastoraux, tout ça fait partie des aménagements. Vous avez tous les textes réglementaires qu'il faut mettre en œuvre pour accompagner tout ce processus. La mise en œuvre de ces mesures nécessite une synergie d'action des différentes parties prenantes. Il s'agira donc pour ces participants intervenant dans le secteur rural de s'accorder sur une feuille de route qui servira de référentiel pour une application efficace des mesures de réforme dans ce secteur. Agriculture toujours, un nouveau projet pour booster la culture du riz au Burkina est en gestation. Ces initiateurs veulent s'inspirer de l'expérience des autres pays pour créer une agriculture moderne du riz au Burkina. Le lancement du projet de renforcement des capacités et partage d'expériences pour le développement durable de chaînes de valeur du riz en Afrique est intervenu hier. Reportage Mokhtar Ouedraogo, Zalissa Sanfo. Produire du riz en quantité et en qualité. C'est le défi que se lance le projet de renforcement des capacités et partage des expériences pour le développement durable de la chaîne de valeur du riz en Afrique. Il s'agit pour les acteurs de s'inspirer des pratiques réussies de tous les pays
pour mettre en place un système fiable d'une agriculture moderne du riz au Burkina Faso. Ce projet constitue véritablement un plus dans la mesure où il va s'attaquer aux différentes chaînes de valeur pour justement ajouter une certaine valeur ajoutée justement à cette production et faire donc produire des richesses pour tous ceux qui sont sur cette chaîne. Lancé ici aujourd'hui, le projet va durer 3 ans. Et si les initiateurs ont fait le choix du riz, c'est parce qu'il fait désormais partie des habitudes alimentaires des Burkinabés. On estime en moyenne 50 kg de riz consommés par habitant dans les 2 plus grandes villes du Burkina Faso. Il constitue aussi la principale céréale importée pour la consommation. Rencontre tour de la forêt classée de la mare aux hippopotames de Bala dans le Houé. Les participants se sont penchés sur les textes qui régissent la réserve mondiale de biosphère. Il s'agissait d'impliquer les populations riveraines de la mare dans une gestion durable et profitable à tous de cet écosystème. Hassan Gourabou à Dissandamba. Forêt classée de la mare aux hippopotames de Bala dans la province du Houé. À vocation synergétique, c'est en 1987 que l'UNESCO, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, lui confère le statut de réserve mondiale de biosphère, avec à la clé des fonctions de conservation, de développement, de recherche et de surveillance. Ça veut dire qu'avec cette dénomination, la forêt doit jouer une autre fonction. La première fonction, c'est la conservation. La deuxième, il faut impliquer forcément toutes les populations autour de cette forêt-là pour qu'elles puissent bénéficier des retombées. Et la troisième fonction, c'est la formation, c'est la recherche. Et la quatrième fonction, si je peux parler de quatrième fonction, c'est l'éducation de l'ensemble des populations autour de cette forêt. À cet effet donc, un plan d'aménagement de la réserve s'impose. Un plan qui au fil du temps s'est révélé caduc, d'où la nécessité de relecture pour une adaptation aux préoccupations du moment. Il faut que les populations soient impliquées, comme on le dit, à fond. Peut-être que cette implication dès le départ n'était pas très chose, mais compte tenu du contexte actuel, il faut que cette implication-là soit vraiment, j'allais dire, profonde. Mettre en place une clé de répartition. Voilà. L'État aura sa part, les communautés autour auront leur part, et bon, voilà, chacun aura sa part. Des préoccupations qui sont liées à la dynamique écologique et sociologique de sa zone d'influence. Et cet avant-projet, une fois validé, doit faire l'objet d'application sur le terrain au grand bonheur de tous. Les volontaires français au Burkina préparent à leur manière la conférence des partis sur le climat COP21 qui se tiendra à Paris en fin novembre. La commémoration de la 5e journée du volontariat français se fait autour de femmes engagées volontaires dans la lutte contre le réchauffement climatique. La réflexion porte sur la réduction de la consommation d'énergie, le développement de l'agroécologie, la gestion et la valorisation des déchets. Reportage Roger Cam, Yolande Lompo. Ces volontaires français tiennent là une occasion de présenter un peu ce qu'ils font en lien avec le réchauffement climatique. Entre débats, projections de films, expositions et animations sur le recyclage des objets usagés, la 5e édition de leur journée place la femme volontaire engagée au cœur de l'action. Ils sont dans tous les domaines d'activité et ce sont des jeunes français qui viennent donner leur temps et leur énergie au service d'un pays qu'ils aiment. Les 24 pays qui organisent la journée du volontariat français en 2015 débattront de la même thématique. Ce que nous comptons proposer comme solution, c'est mener des activités de séquestration de gaz à effet de serre. En tant que pays sous-développé, notre contribution va essentiellement porter sur ça. Elle va également porter sur le renforcement des capacités des populations à faire face aux effets néfastes liés à ce changement climatique. En 2014, dans les 13 régions du Burkina Faso, ces volontaires étaient au nombre de 1024. Pour leur sécurité, l'ambassadeur de France au Burkina Faso les a invités à se faire enregistrer au consulat et à éviter la zone rouge. Ils ne doivent d'ailleurs, d'après moi, ne le faire qu'en étant accompagnés. La France a choisi de mettre en zone rouge une bande frontalière qui va de la Côte d'Ivoire jusqu'au Niger.
20 cadres du ministère de la Santé issus des 13 régions viennent de bénéficier d'une formation de 6 semaines à Bobo-Dioulasso, une formation en paludologie dirigée par le professeur Robert Guigmdé, premier du genre au Burkina. Ce cours avait pour but de former des paludologues qui contribueront à la lutte contre le paludisme. Karim Ilibodo, Sanoua, Christine Koulibaly. Ce sont là les premiers paludologues made in Burkina. Issus de toutes les régions du pays et au nombre de 20, ils ont 6 semaines durant vu leur capacité technique et managériale renforcée pour mieux combattre le paludisme, premier motif de consultation, première cause d'hospitalisation et de décès au Burkina Faso. Nous avons donc appris comment se comportent les moustiques, et comment les parasites dans l'organisme font pour que la maladie apparaisse. Nous avons appris comment planifier des interventions efficaces pour pouvoir donc vaincre le paludisme. Et c'est le souhait du département en charge de la santé, convaincu que le succès de toutes les stratégies de lutte contre le paludisme dépend de la qualité des ressources humaines. Pour gagner la bataille contre le paludisme, les ressources humaines occupent une place de choix. Il est important dans ce cadre-là que nous puissions procéder à un renforcement des capacités des ressources humaines, du personnel de santé, afin de les outiller pour plus d'efficacité dans la lutte contre cette maladie. Même conviction de l'USAID, bras financier de ce premier cours avancé de paludologie à travers JIPAIGO et l'OMS. Le décès au Burkina a diminué de 2010 à 2014. Je suis très content pour continuer notre assistance dans ce volet. De ce fait, les deux partenaires, l'État burkinabé et celui américain, envisagent la pérennisation de ce cours avancé de paludologie. C'est du reste l'une des doléances des lauréats qui pour l'heure sont invités à démultiplier les connaissances et compétences acquises dans leurs postes de service respectifs. Les 3e journées de promotion des industries culturelles et créatives se tiennent à Ouagadougou et planchent autour du financement des activités culturelles au Burkina. Les journées donnent l'occasion aux acteurs de la culture d'exposer leur potentiel et susciter leur intérêt pour les fonds de financement et le sponsoring. Reportage Roger Kam, Nathalie Savadogo. Les acteurs de la culture burkinabé manquent de moyens financiers pour mener à bien leurs activités. Réunis à Ouagadougou dans le cadre de la 3e édition des Journées de promotion des industries culturelles et créatives, ils vont ensemble échanger et réfléchir sur les modalités et sources de financement de leurs activités culturelles. L'édition 2015 pour nous doit répondre à un certain nombre de questions, qui est l'accessibilité au crédit bancaire, mais surtout le financement de nos activités culturelles. La place, nous l'avons eu, la priorité, nous l'avons. Mais il nous faut un ensemble d'instruments financiers pour nous permettre réellement d'exécuter les projets culturels. Sinon, il n'y a pas d'économie de la culture si l'accompagnement n'y sied pas. L'industrie culturelle est inscrite en bonne place dans la SCAD, la stratégie de croissance accélérée et de développement durable. Le Burkina Faso ambitionne donc la structuration et le développement de l'économie de la culture en vue de garantir la rentabilité et le niveau de recettes en devises sur la période 2011-2015. Pensons qu'aujourd'hui, avec la création du Fonds de développement culturel et touristique, la plupart de ces difficultés seront résolues. C'est ce qui est une obligation parce qu'il faut que nous continuions dans ce sens. Il s'agira au cours de cette rencontre de renforcer les connaissances des acteurs sur les crédits bancaires et les techniques d'accès au sponsoring, mais aussi et surtout de leur présenter les techniques d'accès aux fonds internationaux de financement de la culture. Que le match fut serré entre Stéphane Kofi et Laetitia Yelkouni lors de la finale de Faso Academy 2015 qui a eu lieu hier soir. Finalement, c'est Stéphane Kofi qui a remporté cette 10e édition. Le prix du public est revenu à Laetitia Yelkouni. Tous les lauréats ont reçu ce matin leur prix en espèces et en nature. Reportage Nongoba Kouda, Aruna Mare. Stéphane Ruben Kofi, lauréat de Faso Academy 2015. Avec une moyenne de 17,32 sur 20, le candidat de Manga s'impose
face aux 4 autres finalistes de l'émission. Un parcours récompensé ici à travers la remise de ces 3 millions de francs CFA par la directrice générale de la RTB. Outre le trophée, l'Ivoirien repart avec cette moto, ce bon d'enregistrement d'un album complet offert par les studios Sidonie, plus une attestation. Hier, c'était juste une formalité qu'il fallait remplir et Dieu merci que les pronostics des candidats se sont révélés. Mon rêve, c'est d'embrasser une carrière musicale parce que j'avais déjà ce projet depuis. Ne sachant pas que Faso Academy existait, Dieu a préparé le territoire pour que je puisse m'investir. Il y a eu pas tant de producteurs qui m'ont fait la proposition, mais je ne sentais pas la chose. Je crois que le moment est venu pour moi de pouvoir réaliser ce rêve-là. Laetitia Yelinkouni, la candidate de Ouagadougou, arrivée deuxième, se console avec le prix du public. Elle reçoit 1 million de francs CFA, une moto plus une tablette. Les autres finalistes reçoivent également des sommes d'argent allant de 200 000 francs à 500 000 francs CFA. Tous les lauréats bénéficient d'un bon de formation d'1 mois en musique. Après près de 3 mois de compétition, c'est la satisfaction. Ce que je peux dire sur Faso Academy, c'est que c'est une émission quand même qui a réussi à s'imposer comme une émission phare au niveau de la jeunesse. Une émission qui est la plus écoutée, la plus suivie au niveau de tout le Burkina Faso et qui nous permet de dénicher de nouveaux talents pour promouvoir la culture burkinabé. Grâce à la RTB et avec l'appui des différents partenaires, ce sont désormais d'autres étoiles qui pourraient bientôt s'allumer dans la galaxie musicale. Mini intifada au sein du Parlement kosovar. Un député de l'opposition, mécontent de l'accord avec la Serbie en discussion, a lancé une grenade dans l'hémicycle. Gaz lacrymogène contre jeux d'objets de tout genre. Le spectacle n'était pas digne des députés. Au Kosovo, l'opposition a bloqué à 2 reprises les travaux du Parlement avec des gaz lacrymogènes. Elle veut obtenir l'abandon d'accords visant à normaliser les liens avec la Serbie. Ce n'est pas la première fois que se produit ce genre d'incident. Malgré des mesures de sécurité renforcées, un député de l'opposition est parvenu à activer une bombe lacrymogène dans l'hémicycle. Ce que l'opposition reproche à l'accord, conclu sous l'égide de l'Union européenne, c'est qu'il octroie davantage d'autonomie aux Serbes du Kosovo et leur permet d'obtenir des financements de Belgrade. Elle considère qu'il ne peut que compromettre l'indépendance du pays, car celle-ci n'est toujours pas reconnue par la Serbie. Environ 200 sympathisants du principal parti d'opposition, appelé Autodétermination, s'étaient réunis à l'extérieur du Parlement. La police les a dispersés avec des gaz lacrymogènes. Revue de presse des hebdomadaires avec Toueboum Evelyne Dabiré, la présidentielle de novembre prochain et les défis qui attendent la CENI dans la publication rapide des résultats intéressent les journaux. La présidentielle de novembre 2015 est un des sujets analysés par les hebdomadaires. La CENI va-t-elle tenir son pari? Interroge Gigi, un pari fait par Maître Barthélemy Kéré de publier les résultats provisoires 72 heures après le scrutin. Chose possible, estime ce journal, à condition que l'organisation soit rigoureuse, de telle manière qu'il n'y ait pas de fausses notes, poursuit Gigi. À cet effet, Maître Barthélemy Kéré a indiqué dans les colonnes de l'actualité que le déploiement du matériel sur toute l'étendue du territoire est enclenché. Puis ce journal annonce le don d'un important lot de matériel à la CENI par l'Union européenne afin de soutenir les élections. Actualité hors du Burkina, le journal du jeudi dans son édito interroge Congo-Côte d'Ivoire, un 25 octobre de tous les dangers et pour cause. Les Ivoiriens sont appelés aux urnes pour choisir leur prochain président. Les électeurs congolais de Brazzaville sont, eux, convoqués le même jour pour accepter ou rejeter une nouvelle constitution qui fait polémique. Des polémiques qui ont engendré des manifestations monstres sous la houlette de l'opposition pour dénoncer ce qu'elle qualifie de coup d'État constitutionnel, explique ce journal qui poursuit. Si on s'inquiète pour le Congo, dont on se rappelle le passé guerrier, on ne reste pas non plus serein quant à la Côte d'Ivoire où l'élection présidentielle de cette année connaît des soubresauts verbaux. Et Gigi de s'interroger, quel visage présentera la Côte d'Ivoire au soir et au lendemain de cette élection? C'est tout pour cette édition. Merci de votre aimable attention à la RTV. Excellent après-midi.